Guten Tag und herzlich willkommen bei unserer Sendung Grenzenlos. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Grenzenlos. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu les lieux, nous sommes à Saarbrück, la capitale de la Sarre. Depuis 2013, la Sarre veut devenir un land bilingue, voire plurilingue. C'est l'objectif de la stratégie France. On en parlera tout à l'heure avec la ministre de l'Éducation et de la Culture, mais auparavant, le sommaire. Protection environnementale rime avec protection animale. En cette période de migration des crapauds, comment leur éviter de périr sous les pneus de nos voitures? Comment leur faire traverser des routes en les gardant sains et saufs? Bottes en caoutchouc aux pieds, Catherine Henrich est allée tester une initiative à Zweibrücken. Que faire des friches industrielles, pourquoi pas des musées? Classée au patrimoine de l'UNESCO, l'usine sidérurgique la Völklinger Hütte, qui à une époque employait jusqu'à 17 000 ouvriers, a troqué les bleus de travail contre les habits de tous les jours de ses visiteurs. Nadja Hoch et Christine Friend s'y sont rendues. Depuis 3 ans, le magazine Sona éveille la curiosité de tous en matière d'art, de culture populaire, de nature et de cuisine régionale en Sarre et dans la grande région. Notre reporter Ophélie Blechner a suivi une autre reporter, Annika Meyer, à l'initiative de ce beau magazine. Notre labo interculturel nous emmène sur les bancs de l'école. Comment sont notés les élèves allemands et les français? Et oui, dans ce domaine aussi, il y a des différences. Pour finir, nous rejoindrons la ministre de l'Éducation et de la Culture pour évoquer avec elle un premier bilan de la stratégie France. Chaque année, c'est le même rituel. À cette période, crapauds et grenouilles quittent les forêts pour rejoindre le milieu aquatique. Hélas, il leur faut traverser des routes souvent au péril de leur vie. Alors, comment éviter cette hécatombe? Des associations installent des barrières le long des routes périlleuses et les bénévoles viennent se relayer matin et soir pour aider à traverser nos petits amis batraciens. Chaque année, à l'approche du printemps, pour Frank Metzke et sa femme, la journée commence par une promenade le long des barrières de protection pour les crapauds. Nous sommes en pleine période de migration des batraciens et il faut les aider à retrouver leur étang sans se faire écraser sur la route. Also die kommen aus dem Wald und hier aus dieser Mauer und die laufen dann bis zu der Barriere und dort geht es nicht mehr weiter. Und dann gehen sie links oder rechts und fallen in den nächsten Eimer. Normalement, cette migration dure jusqu'à la mi-avril, mais cette année, avec les températures clémentes de l'hiver, les crapauds ont 15 jours d'avance. La majorité des batraciens sont déjà sortis de la forêt. Also heute ist der stärkste Tag. Das war jetzt gestern relativ warm und in der Nacht war es auch nicht so furchtbar kalt. Und da haben wir heute die Eimer hier relativ voll. Ici, il y a 300 mètres de barrière à parcourir. En contrebas se trouve la route et l'étang, point de destination des batraciens. Das Weibchen ist immer unten und die männlichen Kröten, die lassen sich immer tragen. Ja. Wir machen das, weil wir gefragt worden sind. Also man hat hier jemanden gesucht, der das ehrenamtlich machen will. Und für uns ist das deswegen kein Problem, weil wir ja direkt hier um die Ecke wohnen. Und da ist der Zeitaufwand nicht so groß. Und da kann man das natürlich machen. Da wird normalerweise in den Eimern ist immer Laub, damit die, wenn es kalt wird, nochmal, dass die ein bisschen zugedeckt sind. Und man macht immer einen Stock rein, falls da irgendwelche Eidechsen reinfallen, dass die Eidechsen da wieder rauskommen. Das sind sogar 3. Also sind 2 Männchen und ein Weibchen. Ja, 3 und da unten ist noch eins. L'an dernier, 1200 crapauds ont été sauvés par ce système sur la barrière. Dans le Landkreis, il y a 11 km de barrières installées depuis la fin février sur des portions de route à risque pour les crapauds. Le coût de ce dispositif est de 2 000 €. Wir gehen jetzt einfach ganz vorsichtig hier runter. Aujourd'hui, la récolte est bonne. Plus de 300 crapauds ont été recueillis et ont retrouvé les eaux de l'étang pour s'y reproduire.
Und in 10 Minuten sind alle weg. Ja, das geht ganz schnell. Après la sauvegarde des crapauds, parlons d'une autre forme de sauvegarde, celle du patrimoine industriel. La Völklingerhütte, cette usine sidérurgique, a été fermée en 1986, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Pour autant, expositions, concerts, l'offre culturelle rivalise d'éclectisme et de créativité, le tout dans un décor atypique. Complexe sidérurgique unique en Europe, la Völklingerhütte employait au pic de son activité 17 000 personnes, assurant toutes les étapes de production de fonte et d'acier. Fermé en 1986, le site devient l'emblème de la culture industrielle de la région et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Ist diese spannende Epoche, die anfängt mit der Industrialisierung. Es ist für uns natürlich auch spannend zu sehen in der Jetztzeit, was diese Kultur auch emporgebracht hat. Es ist eine spannende Epoche, die quasi als Grundlage unserer Zivilisation zu sehen ist. Hier wurden Erfindungen gemacht, wie die Fotografie, wie die Elektromotor, die Dampfmaschine. Alles das, was unser Leben heute, so wie wir es heute kennen, in unserer luxuriösen Art und Weise wichtig war. Aujourd'hui, des concerts et diverses expositions ont lieu sur les 600 000 mètres carrés de la Völklingerhütte. Il a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Le plan initial était de démolir les forges inactives. La reconnaissance en tant que site du patrimoine mondial a finalement sauvé les forges de Völklingen. Eine sehr weitreichende Idee, zu sagen, wir wollen den Weltkulturerbestatus, weil das war ja auch das erste Industriedenkmal, das von der UNESCO anerkannt wurde. Und für uns ist es zum einen ein Ansporn, eine Herausforderung, aber wir sind auch stolz, aber es ist auch eine große Freude, dieses Label zu haben, denn es sagt, wir sind hier etwas ganz Besonderes, so besonders wie die Pyramiden in Ägypten, wie der Kölner Dom, wie die chinesische Mauer und das in dieser ganz spezifischen Ausprägung als Eisenhütte, als Industriedenkmal und das ist auch das Besondere, warum so viele Menschen nach Völklingen kommen. Les débuts de l'activité du site, les innovations économiques, les institutions sociales sont exposés dans la partie Die Röstlings et la Völklingerhütte. On y découvre aussi le rôle de l'usine pendant la Seconde Guerre mondiale, où le fer était le nerf de la guerre. Dans le Science Center, le circuit de production des métaux se découvre à travers des écrans tactiles. L'installation de Christian Botlanski met en lumière les temps sombres de l'histoire de la sidérurgie et le travail forcé. Dans les archives des souvenirs, vous entendrez chuchoter les noms des travailleurs forcés. Ces noms évoquent des destins réels. Dans l'ancienne salle des Soufflantes, en ce moment, l'exposition L'or pharaonique, 3000 ans de culture égyptienne ancienne, rassemble plusieurs trésors comme la chevalière de la reine égyptienne Néfertiti ou pour la première fois la statuette de 6 cm de haut du roi Képhren, la plus ancienne statuette connue d'un roi égyptien. Bijoux en or, à côté du métal et de la rouille, la culture et l'industrie s'associent pour créer une expérience unique. La Völklingerhütte est et reste un pilier de l'histoire de la Sarre et en tant que telle, vaut vraiment le détour. Le numéro de printemps du magazine Sauna vient de sortir. Il est tiré à 4000 exemplaires et distribué dans 200 magasins sarrois. Pour plus de détails, ce reportage. C'est le début de l'après-midi. L'ambiance est intimiste et détendue. De quoi réveiller les sorcières, car les sorcières sont bien vivantes et heureuses. Et c'est un des sujets traités dans le magazine Sauna. Un tête-à-tête, Annika et Gunther. Heute bin ich hier, über die Hexen zu recherchieren. Also ich bin sehr oft bei dem Herrn Altenkirch für jedes Heft. Wir arbeiten viel zusammen und er gibt mir immer ganz tolle Informationen über die Volkskultur und Volkskunde. De ces 30 000 pièces exposées, Gunther a séparé une collection sur les superstitions, deuxième plus importante collection en Allemagne.
Selon la mémoire collective, pour repousser les sorcières et se protéger, des symboles de protection sont peints, des objets pointus sont murés dans certaines façades. L'incompréhension de certains phénomènes naturels et une certaine misogynie de l'époque ont contribué à la propagation des croyances dans la sorcellerie et au procès contre les sorcières. Wenn man nicht richtig denken kann, dann sollte man sich besser fürchten vor den Hexen. Aber jeder normale Mensch, der sollte das so sehen, wie ich auch sehe. Es sind schöne Elemente, über die ich mich freue, dass ich sie erfahre, aber ich habe keine Ängste über die Hexen. Après cette rencontre magique, direction le vignoble de Bliesgau. L'essor de la culture de la vigne permet de combiner un développement économique avec une réelle identité culturelle. Jetzt habe ich hier den Weinberg fotografiert, denn im Frühlingsheft geht es um Weinbau im Bliesgau zusammen mit dem Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Rheinheim. Und da wollen die Leute natürlich auch sehen, wo der Wein jetzt angebaut wird. Sona est le bébé d'Annika. Le magazine s'adresse à tous les amoureux de la région Sarre et à ceux qui souhaitent découvrir cette grande et belle contrée. L'implication de tous se révèle néanmoins nécessaire et toute idée étant bonne à prendre, n'hésitez pas à contacter Annika. L'édition estivale n'est pas encore bouclée. Le mois dernier, vous vous souvenez, peut-être on avait parlé des notes de musique. Cette fois-ci, dans notre labo interculturel, on parle de notes à l'école. Encore une fois, la Française Anne-Claire a assisté à une drôle de scène en Allemagne. Théo arrive, tout givré, et demande à son père de signer son devoir de maths. Anne-Claire regarde. Il a eu quoi? Un 1? Eh ben, il s'est pas foulé le petit gars. Mais c'est étrange, le papa signe la copie sans aucun souci. Même le chien a l'air de féliciter le jeune garçon. Pour Anne-Claire, un 1 sur 20 en maths, c'est la dèche. Avoir un 1 en France, c'est juste après le 0, la pire note. Fini la console, fini le portable, pas de quoi faire la fête en réalité. À l'exception que Théo semble tellement heureux de sa note qu'il y a forcément un hic. Et pour cause, en Allemagne, c'est le top du top d'obtenir un 1. Vu qu'on note sur 6, 1 est la meilleure note et 6 la moins bonne. Dans l'État fédéral qu'est l'Allemagne, l'éducation est une compétence de chaque Land. Et dans le Land de Sarre, la ministre de l'Éducation et de la Culture s'appelle Christine Streichert-Clivaux, que nous avons aujourd'hui avec nous dans cette émission. Merci de nous accueillir, Madame, dans votre bureau au ministère. Merci, bienvenue. Merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez 39 ans, vous avez fait des études de sciences politiques en Sarre, dont une année à Bordeaux, c'est ça? Oui, exact. Vous êtes membre du Parti social-démocrate, le SPD allemand. Vous êtes mère de 2 enfants élevés en français et en allemand. Oui. Et vous êtes depuis septembre 2019 ministre de l'Éducation et de la Culture. Oui. Alors, vous avez fait part de certains doutes concernant la stratégie France, en disant que d'ici 2043, eh ça ne vous semblait pas forcément réaliste, les objectifs à atteindre. Oui. Pourquoi? Oui, c'est exact, parce que je vois qu'on a quand même des problèmes de financement et aussi au niveau du personnel, parce qu'il faut avoir du personnel, des gens qui sont capables d'enseigner le français dans nos écoles. Et voilà, c'est à cause de ça que je fais ces propos. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, si on se fie à la feuille de route, la 3e, avec les objectifs de 2020-2022, vous dites que 50% des jardins d'enfants, pour les petits Allemands, sont considérés bilingues, allemand-français. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Alors moi, je trouve que c'est déjà un très grand nombre parce que quand on voit que aussi au niveau national, au niveau de la République fédérale, c'est la Sarre qui a les plus des écoles maternelles qui sont bilingues. Donc on fait au niveau du réseau Élysée que la France et l'Allemagne ont construit ensemble, on fait presque plus de 50% des écoles maternelles qui font partie
partie au niveau de l'Allemagne qui viennent de la Sarre. Donc je crois qu'on fait déjà beaucoup, mais quand on voit notre engagement au niveau des écoles maternelles comparé avec l'engagement qu'on fait au niveau des écoles primaires, on voit que dans l'apprentissage du français, il y a quand même une rupture. C'est-à-dire pour les plus jeunes qui apprennent quand même le français beaucoup plus facilement, parce que pour eux, c'est une chose très naturelle d'apprendre une autre langue. Quand ils arrivent dans les écoles primaires, ils voient que dans la plupart des écoles primaires en Sarre, on commence qu'au 3e année, c'est-à-dire c'est l'année de cours élémentaires, voilà, comparé avec la France. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est complètement paradoxal. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas sur la lancée? Alors, je crois que c'est la question la plus importante qu'il faut poser parce que, en fait, c'était une décision il y a beaucoup d'années qu'on a décidé on va commencer dans la 3e année. On a à peu près 45 établissements d'écoles primaires qui commencent depuis la première année déjà le CP, avec voilà. Mais la plupart, c'est-à-dire 2/3 des écoles primaires en Sarre ne commencent qu'à partir du 3e année. Donc, en fait, il nous manque 2 ans d'apprentissage en français. Et voilà pourquoi une des raisons pour lesquelles les Sarrois sont sceptiques au niveau de l'apprentissage du français parce qu'ils voient que c'est quand même pas une stratégie sans rupture. Bien aboutie peut-être aussi. Voilà. Mais alors comment faire pour combler ces 2 années où il n'y a pas de français dans beaucoup d'écoles primaires? Alors pour moi, c'est une des points les plus importants dans les prochaines années de combler cet écart, cette rupture. Et il nous faut d'abord le personnel. C'est pour ça que j'ai fait les propos qu'il nous manque du personnel et il faut aussi avoir le financement. Au niveau du land, on nécessite au moins 20 postes en plus pour combler cet écart. Et il faut aussi, c'est le deuxième propos que je fais, il faut aussi avoir de nouvelles stratégies vis-à-vis de l'apprentissage en soi. C'est-à-dire il faut avoir de nouveaux outils. C'est-à-dire il faut faire l'apprentissage beaucoup plus motivant pour les élèves. De façon plus ludique, peut-être? Oui, exact. Alors, on parle aussi des centres de formation dans cette feuille de route. Les ouvriers, les maçons, les carreleurs, les mécaniciens sont des gens qui sont amenés à travailler en France. Comment est-ce qu'on leur donne envie d'apprendre le français? Alors, je crois d'abord il faut faire parler les élèves qui ont déjà travaillé en France. On a plusieurs filières dans nos centres de formation. Au niveau de la formation du maintenance de l'automobile, par exemple, au niveau de l'hôtellerie et du tourisme, au niveau des apprentissages vis-à-vis le bâtiment, les énergies nouvelles. Et quand on parle avec les élèves qui ont profité d'une formation transfrontalière, c'est-à-dire qui travaillent dans un établissement en France et prennent les cours dans leur centre de formation en Allemagne, ils nous disent que c'était vraiment un échange très enrichissant, qu'ils ont vu que, en fait, travailler en France, c'est d'abord un grand pas au début, mais finalement, quand ils sont arrivés là-bas, ils voient que c'est vraiment quelque chose dont on peut profiter et de pouvoir parler la langue française, c'est très important. Alors pour eux, ils comprennent que c'est mieux d'apprendre le français très tôt et non seulement quand ils arrivent dans leur formation professionnelle. D'accord. Donc, vous proposez en gros que ces jeunes-là soient ambassadeurs pour donner envie à d'autres d'apprendre. Oui. Et à un enfant de 10 ans qui va devoir choisir quelle langue apprendre, comment est-ce que vous lui donnez envie ?
Alors d'abord, je crois qu'il faut expliquer que nous, on habite dans une région transfrontalière. Alors l'apprentissage du français, c'est non seulement d'apprendre la grammatique, par exemple les formalismes, mais c'est aussi un moyen de s'échanger avec les jeunes sur l'autre côté de la frontière, en fait, de faire de l'apprentissage quelque chose qui est normal. Et je crois c'est non seulement vis-à-vis des jeunes qu'il faut dire ça, mais aussi vis-à-vis les médias, la radio et tout ça. Je crois que le grand problème d'apprentissage de la langue française, c'est que la concurrence avec l'anglais est omniprésent. Non seulement en Allemagne, je crois en France, on a les mêmes problèmes vis-à-vis de l'apprentissage de l'allemand, c'est-à-dire il faut beaucoup plus promouvoir la langue du voisin au niveau de la musique, au niveau de la culture. Donc ouvrir les portes partout vis-à-vis de la langue du voisin pour dire que c'est en fait une chose très normale et que ce n'est pas en concurrence avec l'anglais. Moi, j'entends souvent l'argument que vis-à-vis de la numérisation de notre société, il faut parler l'anglais. D'une façon, c'est vrai, mais d'autre façon, je dis, il ne faut pas non seulement apprendre l'anglais, mais aussi parler une deuxième langue. Et je crois que le français est une bonne base pour apprendre aussi autres langues. L'espagnol et autres langues aussi. Donc, je crois pour beaucoup de personnes, le français est vraiment quelque chose qui, quand on sait le parler, peut-être comme moi, je ne suis pas correcte dans tous les formalismes de la langue. Moi non plus en allemand, ce n'est pas grave. Oui, mais en fait, on est capable de se comprendre et de parler et de faire de ça quelque chose qui est normal. C'est aussi le but de notre personnel qui travaille dans les écoles élémentaires, parce que là, les jeunes, les enfants voient que parler dans une autre langue, c'est vraiment quelque chose de normal. D'accord. Alors, tous les ministères sarrois sont impliqués dans cette stratégie France. Est-ce que ce n'est pas justement le problème? Tout le monde est plus ou moins responsable, mais il n'y a pas une personne de responsable. Est-ce que ce n'est pas vous, la madame stratégie France? Alors, pour nous, dans le ministère de l'Éducation et de la Culture, la France comme partenaire, mais aussi l'apprentissage de la langue française, c'est vraiment quelque chose de normal. Donc nous, on ne se pose pas la question si on fait quelque chose, parce qu'on fait déjà beaucoup. Je crois que dans les autres ministères, c'est surtout au niveau de la travail, de l'économie. Ça aussi, pour eux, ils ne peuvent pas diriger l'économie en ça sans savoir ce qui va se dérouler en France. Donc je crois que dans tous les ministères, c'est devenu quelque chose de normal. Mais quand on parle de la stratégie France, tout le monde regarde surtout qu'est-ce que fait l'éducation, qu'est-ce que fait la culture pour arriver au but. Et moi, je crois que nous, on a beaucoup de responsabilités, mais nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire, il faut aussi, par exemple, au niveau dans le ministère de l'Intérieur, voir ce qu'on peut faire, par exemple, pour vraiment promouvoir le français en langue véhiculaire. C'est-à-dire, on voit, par exemple, les panneaux dans les deux langues, juste comme exemple. Voilà. Très bien. Mais écoutez, bon courage pour la suite. Je vous remercie beaucoup de cette interview et je vous félicite pour votre français. Ce n'est pas un exercice facile, je le sais. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de notre émission. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles rencontres Grenzenlos. Tschüss.